Regardez bien cette séquence parce qu'elle dit beaucoup plus que ce qu'elle montre. Tout commence par une image banale, presque dérisoire en temps de guerre. Une capture d'écran Google Maps de stations-service autour de la Maison Blanche, avec des prix à la pompe soigneusement encadrés. Sauf que cette publication ne vient ni d'un influenceur, ni d'un économiste américain, mais du président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, de retour de discussion avortée à Islamabad. Et surtout, le message qui accompagne l'image n'a rien d'une traduction maladroite. C'est un anglais américain parfaitement calibré, avec le ton, le rythme et les codes culturels destinés à toucher le citoyen qui remplit son réservoir. Pas le diplomate qui lit une note. Très vite, des internautes et des chercheurs en sources ouvertes se mettent à fouiller. Comment un responsable iranien au cœur d'un affrontement stratégique peut-il produire une communication aussi native? Et là, un détail met le feu au réseau. Selon leur vérification, l'activité de ce compte officiel certifié serait pilotée depuis la Californie. Autrement dit, au moins une partie de la bataille de l'opinion américaine se rédige depuis le territoire américain lui-même, comme si Téhéran avait compris que la guerre moderne se gagne aussi dans les fils d'actualité. Ce premier épisode, à lui seul, plante le décor. L'Iran ne parle pas seulement aux chancelleries, il parle aux électeurs. Et c'est précisément à ce moment-là que la décision annoncée par Donald Trump vient bousculer les marchés et désorienter même certains commentateurs habitués aux escalades. La Maison-Blanche dit vouloir instaurer un blocus naval lié au détroit d'Ormuz, présenté comme une mesure punitive après l'échec des discussions. Plusieurs médias, dont CNN, le Los Angeles Times et Al Jazeera, rapportent que le dispositif communiqué par l'US Central Command consisterait à intercepter des navires entrant ou sortant des ports iraniens et à cibler aussi les bâtiments soupçonnés d'avoir accepté les conditions iraniennes de transit. Sur le papier, cela ressemble à un verrou. Dans la réalité, c'est là que la question surgit et que les analystes se crispent. Comment bloquer un passage qui, de fait, était déjà fortement restreint? Le détroit d'Ormuz, cette veine maritime entre l'Iran et Oman, est l'un des points de passage les plus sensibles de la planète. En temps normal, une part considérable du pétrole mondial, mais aussi du gaz naturel liquéfié, y transite. Avant les tensions actuelles, on parlait de dizaines et dizaines de navires par jour et d'environ un cinquième des flux pétroliers mondiaux, selon les estimations couramment reprises par les agences énergétiques et la presse économique. Or, d'après le récit qui circule dans les médias cités, les mouvements s'étaient déjà effondrés après des actions iraniennes, mines, contrôles, corridors imposés, menaces explicites. Donc lorsque Trump arrive avec l'idée d'un blocus, une partie de la presse financière résume le problème de manière presque brutale. On n'est pas dans une fermeture classique du détroit, on est dans autre chose, un bras de fer sur le qui contrôle le contrôle. Le Wall Street Journal apporte justement une nuance importante. Il ne s'agirait pas nécessairement de placer des navires américains à l'intérieur même d'Ormuz, dans un face-à-face permanent, mais plutôt d'établir une sorte de périmètre au large, pour stopper, inspecter et refouler des bâtiments soupçonnés d'avoir payé pour un passage sous supervision iranienne. Ce détail change tout, parce qu'il révèle l'objectif réel. Frapper non seulement l'Iran par la contrainte maritime, mais surtout son nouveau mécanisme de revenus. Et c'est ici que l'histoire bascule franchement du militaire vers l'économique. Car pendant que le monde regardait les négociations d'Islamabad, des médias spécialisés et des chaînes internationales, dont Argus Media et CNN, ont commencé à décrire un système de péage officieux. Des navires, notamment en direction de l'Asie, auraient négocié des autorisations de passage via des canaux discrets, avec paiement facilité par des cryptoactifs, afin d'emprunter un corridor étroit sous contrôle iranien, parfois décrit comme encadré par des îlots tenus et surveillés. Les montants avancés font tourner les têtes, jusqu'à plusieurs millions de dollars par tanker selon ces récits. Si l'on prend au sérieux cette architecture, on comprend pourquoi Washington s'agite. Un pays supposément étranglé par la pression extérieure se dote d'une caisse de guerre alimentée par la détresse énergétique des autres. Pire encore pour les stratèges américains. Toujours selon ces mêmes reportages, l'Iran aurait réussi à maintenir, voire à remonter, certains volumes d'exportation, profitant des brèches, des besoins urgents et des arrangements commerciaux. Dans la même séquence médiatique, une autre information ajoute au vertige. L'idée que les flux de brut iraniens, au lieu d'être systématiquement relégués au marché clandestin, auraient été plus visibles, plus assumés par certains acheteurs, comme si le
conflit avait paradoxalement déplacé des lignes de sanctions et d'application. Le résultat, c'est une situation que les opérateurs détestent. Une guerre qui ne se contente pas de réduire les flux, mais qui recompose les règles, crée des rentes nouvelles et fabrique une économie grise où chacun tente de survivre en payant un prix politique. Et pendant que ce puzzle se met en place, l'Occident lui-même laisse apparaître des fissures. D'après les informations rapportées, le Royaume-Uni de Keir Starmer aurait refusé publiquement de s'associer à l'initiative américaine. Ce n'est pas un détail secondaire. Dans le Golfe, Londres dispose d'une expérience, de moyens et d'une présence navale qui compte, notamment sur les opérations de lutte contre les mines et de sécurisation des routes maritimes. Refuser, c'est réduire la crédibilité de la coalition, mais c'est aussi envoyer un message politique. L'allié le plus constant de Washington depuis 2 décennies ne veut pas endosser cette méthode. Et pendant que Londres dit non, Paris hésite autrement. Le Financial Times explique que la France examinerait la possibilité de constituer un dispositif séparé, non pas sous commandement américain, mais comme force parallèle visant avant tout à protéger les approvisionnements nécessaires à l'Europe, déjà fragilisée par une flambée des coûts et une tension sur certains carburants stratégiques, notamment pour l'aviation. Ce n'est plus de la coordination, c'est de la juxtaposition, avec un risque évident. Plusieurs marines, plusieurs doctrines, plusieurs règles d'engagement, dans un même couloir maritime où la moindre erreur de calcul peut devenir un incident majeur. Et comme si Hormuz ne suffisait pas, l'Iran brandit l'autre verrou planétaire, Bab el-Mandeb. Les gardiens de la révolution, selon Al Jazeera et des médias régionaux, ont laissé entendre que si les États-Unis s'entêtaient, Téhéran pouvait activer, via ses alliés Houthis au Yémen, une pression accrue sur le détroit de Bab el-Mandeb, ce passage, étroit à l'entrée sud de la mer Rouge, passage obligé des navires qui rejoignent le canal de Suez. Les Houthis ont déjà démontré depuis 2023 leur capacité à perturber le trafic commercial, poussant de nombreux armateurs à contourner l'Afrique par le cap de Bonne-Espérance, rallongeant les trajets, les primes d'assurance et les coûts logistiques. Les conséquences d'une fermeture ou d'une dangerosité extrême de Bab el-Mandeb seraient dévastatrices pour l'Égypte, dont les revenus du canal de Suez ont déjà reculé sous l'effet des détournements, comme l'ont documenté Reuters et plusieurs analyses économiques reprises par la presse internationale. Et l'impact serait tout aussi lourd pour l'Arabie Saoudite, même lorsque Riyad dispose de routes alternatives à Hormuz, notamment via des infrastructures vers la mer Rouge. L'intérêt de ces contournements s'évanouit si la mer Rouge devient elle-même impraticable. C'est une logique d'étranglement en chaîne. Si vous appréciez ce type de décryptage, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification et dites-moi en commentaire si vous pensez qu'on est devant une stratégie cohérente ou devant une escalade qui fabrique ses propres impasses. Revenons aux faits économiques, parce que c'est souvent là que la vérité surgit. Le baril de Brent est monté autour de 103 $ au moment où l'annonce de Trump a été interprétée par les marchés comme le signe d'une perturbation durable. Plutôt que d'un retour rapide à la normale, un mouvement suivi minute par minute par la presse économique anglo-saxonne. Et ce chiffre n'est pas abstrait. Il se traduit par le prix du diesel qui alimente les chaînes logistiques, par le kérosène des compagnies aériennes, par l'inflation importée et évidemment par l'essence à la pompe, ce que la communication iranienne a parfaitement compris en ciblant Washington, avec des prix de stations-service autour de la Maison-Blanche. Plus troublante encore, Trump aurait reconnu face à des journalistes qu'il ne s'attendait pas à une baisse significative des prix avant les élections de mi-mandat, ce qui est un aveu politiquement rare. Admettre qu'une douleur économique centrale ne sera pas résolue à court terme, c'est prendre le risque de fissurer sa propre base au moment où l'opposition cherche précisément à faire de l'inflation et du coût de la vie un référendum sur la politique étrangère. Des sondages repris dans la presse américaine, dont CBS, suggèrent certes un soutien encore fort dans l'électorat républicain aux mesures contre l'Iran, mais avec une érosion à mesure que les conséquences se matérialisent. C'est là que le calendrier devient une arme. Téhéran n'a pas besoin de gagner militairement s'il parvient à faire durer la crise assez longtemps pour que l'économie américaine en paye le prix au pire moment politique. Et l'on comprend mieux pourquoi l'Iran investit autant dans l'information. Si le narratif se fabrique depuis la Californie, c'est parce que la cible est l'électeur américain, pas seulement le navire dans le détroit. Face à cela, les options américaines, telles qu'elles sont discutées dans la presse, et notamment dans des analyses du Wall Street Journal et du Financial Times,
sont toutes coûteuses. L'option la plus brutale serait de prendre pied au sol sur des portions du littoral iranien qui dominent les routes maritimes. Militairement, cela pourrait réduire certaines capacités iraniennes à court terme, mais politiquement et humainement, cela ouvre la porte à une occupation, à une guérilla et à des pertes quotidiennes difficiles à soutenir, encore plus en période électorale. Une autre option consiste à utiliser une fenêtre de cessez-le-feu pour renforcer les moyens dans la région, tout en laissant officiellement une porte diplomatique entrouverte. Le problème, c'est que l'Iran fait exactement la même chose, répare, déplace, reconstitue, enterre, disperse et se prépare à la reprise, ce qui rend la prochaine phase potentiellement plus violente encore. Enfin, il y a la reprise d'une campagne aérienne élargie contre des infrastructures iraniennes, mais cette approche se heurte à une réalité géographique que la presse économique souligne souvent. L'Iran n'est pas isolable comme une île. Il a de longues frontières terrestres, des voisins multiples, des routes de contournement, et une capacité de résilience logistique que la puissance maritime ne suffit pas à briser. C'est ici qu'apparaît une comparaison séduisante mais fragile, évoquée dans le débat public. Le modèle Venezuela, cette idée qu'une pression prolongée peut faire craquer un régime de l'intérieur. Le Financial Times explique justement pourquoi l'analogie est trompeuse. L'appareil iranien, et en particulier le corps des gardiens de la révolution, n'est pas structuré comme une coalition opportuniste, guidée d'abord par l'intérêt matériel. Il fonctionne avec une colonne idéologique et une culture institutionnelle qui rendent la défection plus coûteuse et moins probable. De plus, le pouvoir iranien n'est pas entièrement concentré dans une seule figure. Il est distribué entre institutions, réseaux et centres de décision, ce qui signifie qu'un changement de tête ne garantit pas un changement de cap. Résultat, la pression peut durcir, mais elle ne garantit pas la capitulation, et elle peut même renforcer la logique de siège que Téhéran s'est transformée en capitale politique interne. Voilà où nous en sommes au début de cette semaine. Un Iran qui, selon plusieurs reportages, a trouvé un moyen de monétiser un passage maritime en imposant un système de contrôle et de péage officieux, tout en menant une guerre psychologique orientée vers l'opinion américaine. Des États-Unis qui annoncent un dispositif de blocus, dont l'efficacité dépend de l'adhésion des alliés, mais qui se heurte déjà au refus britannique et au calcul autonome français. Une menace explicite de déplacement du conflit vers la mer Rouge, avec des conséquences majeures pour l'Égypte, l'Arabie Saoudite et le commerce mondial. Et un prix du pétrole qui grimpe, alimentant une tension politique intérieure aux États-Unis que l'Iran cherche à exploiter. La grande question maintenant n'est pas seulement de savoir qui gagne dans une logique de communication, mais qui peut tenir le plus longtemps dans une logique d'usure. Washington, avec un calendrier électoral qui raccourcit l'horizon, ou Téhéran, avec une stratégie qui vise justement à faire durer, à fragmenter les alliances occidentales et à transformer chaque jour de crise en facture politique chez l'adversaire. Parce que si le détroit d'Ormuz est une artère, alors ce qui se joue n'est pas une simple fermeture, c'est la tentative d'imposer qui tient le robinet, qui encaisse, qui protège, qui punit, et qui finit par dicter les règles de circulation d'une énergie dont dépend encore une bonne partie du monde. Et lorsque les règles deviennent instables, ce sont rarement les décideurs qui souffrent d'abord. Ce sont les économies dépendantes, les consommateurs, les chaînes logistiques et les États pris en étau entre loyauté stratégique et survie économique.